le 14 octobre 2025. Notez bien cette date, parce que ce jour-là, il est très probable que la Belgique s'arrête de tourner, littéralement. On parle d'une grève nationale d'une ampleur comme on n'en a pas vu depuis longtemps, une véritable épreuve de force. D'un côté, un nouveau gouvernement fédéral fraîchement élu, avec un agenda de réformes très musclé. De l'autre, des syndicats unis en front commun qui sont plus déterminés que jamais. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi une telle tension, un tel niveau de confrontation? Quels sont les vrais enjeux qui se cachent derrière ce blocage total qui s'annonce? C'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, pour y voir clair, voici le plan. On va d'abord prendre la mesure du choc, concrètement, à quoi va ressembler un pays à l'arrêt. Ensuite, on va plonger au cœur du sujet pour comprendre la cause de tout ça, l'agenda politique du gouvernement, celui qui a mis le feu aux poudres. Après ça, on verra que c'est bien plus qu'une grève, c'est aussi une véritable guerre des mots, un choc des visions. Et pour finir, on essaiera d'imaginer la suite. Que va-t-il se passer après cette journée du 14 octobre? Quelles sont les issues possibles? Allez, on commence tout de suite par le concret, l'impact direct et visible sur la vie de tout le monde. On va essayer de se projeter et d'imaginer ensemble à quoi va ressembler la Belgique ce fameux 14 octobre. Le premier impact, le plus spectaculaire sans doute, il se passera dans le ciel. Imaginez un ciel belge presque vide. À Bruxelles Airport, l'aéroport national, c'est simple. Tous les vols passagers au départ seront annulés. Zéro décollage. Pourquoi? Parce que le personnel de sécurité, celui qui contrôle les accès aux avions, sera en grève. Et le chiffre derrière cette décision, il est juste énorme. On parle de 70 000 voyageurs qui devaient partir ce jour-là et qui se retrouveront bloqués au sol. 70 000 personnes, c'est la population d'une ville comme Hasselt ou la Louvière. Et au-delà des voyageurs, il y a bien sûr le coût économique. Et là, le chiffre donne le vertige. D'après les calculs des organisations patronales comme la FEB, cette seule et unique journée de grève pourrait coûter au pays jusqu'à 800 millions d'euros. C'est un maximum, bien sûr, mais ça donne une idée de l'échelle. Pour mettre ce chiffre en perspective, 800 millions d'euros, c'est à peu près le budget annuel de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est comme si tout cet argent s'évaporait en seulement 24 heures. Ce chiffre montre bien que ce bras de fer a aussi des conséquences économiques massives et que chaque camp joue très gros. Et cette paralysie, elle ne va pas se limiter aux aéroports, loin de là. Au sol, ce sera tout aussi compliqué. Essayer de se déplacer ce jour-là relèvera de la mission impossible. Les transports en commun, que ce soit l'ASTB à Bruxelles, de Line en Flandre ou le TEC en Wallonie, tourneront au ralenti, voire pas du tout. Les écoles et les universités, beaucoup de cours seront annulés. Les services publics de base, comme la collecte des poubelles ou les services communaux, seront eux aussi fortement perturbés. Et même le secteur privé sera touché, puisque les syndicats appellent à la fermeture des magasins et lancent une journée sans achat. C'est donc vraiment le quotidien de millions de Belges qui va être complètement chamboulé. Bon, on a vu l'ampleur des dégâts. Mais alors la question c'est pourquoi? Pourquoi une mobilisation aussi massive et aussi radicale? Pour comprendre, il faut regarder de plus près le programme socio-économique du nouveau gouvernement fédéral. Un programme que ses opposants ont surnommé l'Agenda Arizona, en référence au nom de code des négociations qui ont mené à sa formation. Ce qui frappe avec ce nouvel agenda, c'est le changement de cap idéologique. Cette nouvelle coalition, qui penche clairement à droite, veut remodeler le modèle économique et social belge autour de 3 grands axes. Premièrement, une discipline budgétaire très stricte, avec pour objectif de maîtriser un déficit public qui atteint 4,6% du PIB. En clair, il faut faire des économies. Deuxièmement, une flexibilité beaucoup plus grande sur le marché du travail, pour, dit le gouvernement, améliorer la compétitivité des entreprises belges. Et troisièmement, un concept de responsabilisation accrue des citoyens, ce qui vise en particulier les chômeurs et les allocataires sociaux. Et au cœur de tout ce programme, il y a une mesure en particulier qui a mis le feu aux poudres. C'est le point de cristallisation de toute la colère, la réforme des pensions et plus spécifiquement l'introduction de ce qu'on appelle un malus. Le principe est, sur le papier, assez simple. Si un travailleur décide de prendre sa retraite avant l'âge légal, qui est fixé à 67 ans, on lui appliquera une pénalité financière. Sa pension mensuelle sera donc réduite. C'est vraiment la mesure qui a tout déclenché. Mais attention, ce malus, cette pénalité, n'est pas la même pour tout le monde. Le gouvernement a prévu un système progressif qui va devenir de plus en plus dur avec le temps. Pour la première vague, les personnes nées entre 1961 et 1965, la réduction sera de 2% pour chaque année de retraite prise en avance. Mais ensuite, pour les générations nées après 1975, ça se corse sérieusement. Le malus grimpe à 5% par an. L'objectif officiel, c'est bien sûr d'inciter les gens à travailler plus longtemps. Mais dans les faits, cette mesure va frapper de plein fouet celles et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes et qui exercent des métiers physiquement pénibles.
Et pour bien comprendre l'impact très très concret de ce mécanisme, prenons un exemple. Un ouvrier dans le secteur de la construction qui a passé 40 ans sur des chantiers, dans le froid, à porter des charges lourdes, s'il décide de prendre sa retraite à 63 ans, ce qui est déjà un âge avancé pour ce type de métier, la perte financière pourrait aller jusqu'à 400 € par mois sur sa pension. 400 € en moins tous les mois jusqu'à la fin de sa vie. C'est une somme absolument colossale qui rend ce débat très personnel et très angoissant pour des centaines de milliers de travailleurs. Et il faut bien comprendre que cette réforme des pensions n'arrive pas seule. C'est un peu la partie visible de l'iceberg. Elle s'inscrit dans un ensemble de mesures beaucoup plus larges. On y trouve par exemple l'extension des flexi-jobs et d'autres contrats précaires, un assouplissement des règles qui encadrent le travail de nuit, le blocage de toute augmentation de salaire au-delà de l'indexation jusqu'en 2027 et des coupes budgétaires importantes dans la sécurité sociale et les services publics. Donc pour les syndicats, ce n'est pas une mesure isolée, c'est bien tout un modèle social qui est en train d'être remis en cause. On a donc les faits, les chiffres, les mesures. Mais ce qui se joue en ce moment, c'est aussi une véritable bataille des mots. On assiste à un choc frontal entre deux récits, deux manières complètement différentes de décrire la situation et l'avenir du modèle social belge. Deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, on a le récit du gouvernement. Il présente ces actions comme des réformes absolument nécessaires pour garantir la santé budgétaire du pays et pour améliorer sa compétitivité. Les mots-clés utilisés sont modernisation, compétitivité, responsabilité. C'est un discours qui se veut pragmatique et tourné vers l'avenir. Et de l'autre côté, on a le récit des syndicats qui est radicalement opposé. Eux parlent d'une casse sociale délibérée, d'une politique d'austérité qui ne dit pas son nom et d'une attaque en règle contre les droits des travailleurs, les fameux acquis sociaux. Et s'il y a un slogan qu'on entend partout dans les manifestations et sur les piquets de grève, c'est celui-ci, « Stop aux économies sur le dos des travailleurs ». Cette phrase, elle résume à elle seule toute la position syndicale. Pour eux, il ne s'agit pas d'une nécessité technique ou comptable, mais bien d'un choix purement politique, celui de faire porter l'essentiel de l'effort budgétaire sur les salariés, les pensionnés et les allocataires sociaux. Et pour tenter de prouver qu'il s'agit bien de choix politiques et non d'une fatalité économique, les syndicats ont une arme chiffrée. Et elle est de taille. Ils mettent en avant un chiffre, 1,67 milliard d'euros. C'est le coût estimé de l'achat par le gouvernement de 11 nouveaux avions de chasse F-35. Un exemple qu'ils considèrent comme emblématique des priorités budgétaires de la nouvelle coalition. Et cette dépense militaire, jugée massive, les syndicats vont l'opposer directement aux coupes budgétaires qui sont annoncées dans d'autres secteurs. Par exemple, une coupe de 25% dans le budget de la coopération au développement, ou encore une baisse de 15% pour la politique scientifique et la recherche. En juxtaposant ces chiffres, en mettant le 1,67 milliard d'un côté et les coupes de l'autre, les syndicats essayent de déplacer le débat. Leur message est clair, le problème ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est la manière dont cet argent est dépensé. C'est une question de priorité. Bon, le décor est planté, le choc semble inévitable. Maintenant, la question que tout le monde se pose est après. Comment est-ce qu'on sort de cette situation de blocage total ? Quelles sont les issues possibles une fois que la journée de grève du 14 octobre sera passée? D'ailleurs, il y a déjà des signes qui montrent que la pression sociale commence à avoir des effets. Avant même que la grande manifestation ait eu lieu, le gouvernement a été obligé de faire une première concession. Il a annoncé le report de sa réforme la plus contestée, le fameux malus pension. Prévue pour janvier 2026, elle est finalement repoussée à mai 2026. C'est un petit recul, mais c'est un geste qui est interprété par beaucoup comme un premier signe de fébrilité du côté du gouvernement. Pour la suite, concrètement, on peut imaginer 3 grands scénarios. Le premier scénario, le plus optimiste, c'est celui de la négociation. La pression de la rue et de la grève fonctionne, le gouvernement fait des concessions significatives et le dialogue social peut reprendre. Le deuxième scénario, c'est celui de l'escalade, de l'affrontement. Le gouvernement campe sur ses positions, refuse de céder et pourrait même être tenté de durcir le ton, par exemple en envisageant de limiter le droit de grève. Enfin, le troisième scénario, c'est celui de l'usure, de l'attrition. Le mouvement s'essouffle, après cette grosse journée d'action, la mobilisation retombe et cela permet au gouvernement de dérouler son agenda comme il l'avait prévu. Tout ceci nous amène à une dernière réflexion un peu plus large. Quand on prend un peu de recul, on se rend compte que cet événement est bien plus qu'une simple grève, bien plus qu'un conflit social sur les pensions. C'est en réalité un véritable test, un moment de vérité pour le contrat social belge dans son ensemble. C'est un moment charnière qui pourrait bien définir l'avenir, non seulement des droits sociaux, mais peut-être aussi de cette solidarité qui constitue le ciment de l'État fédéral. La question reste donc entièrement ouverte.